tous, à Ouniché, à mes amis Bambara. Nous chez vous, c'est vous et nous. Paillettes, le Festival de Cannes, comme si vous y étiez. Je partage avec vous les plus beaux moments et ceux qui ont créé l'événement. Ah oui, dans cette édition de Vous et nous, nous irons au Sénégal où 59 artistes et collectifs d'artistes se sont rencontrés pour forger un nouveau destin commun, créer, imaginer et inventer. C'est autour de ce triptyque que s'est déroulée l'exposition officielle internationale de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Un village Rasta au cœur du Mali, oui, vous avez bien entendu. On parlera d'un mouvement Rastafari qui a élu domicile sur la colline de Lassa et qui rêve d'y ouvrir un centre artistique. Très bonne chose en tout cas. Dans notre question, hashtag vous et nous parlerons de la nécessité du diplôme universitaire dans le monde d'aujourd'hui. Et comme chaque semaine, Michel Joseph revient avec une nouvelle leçon dans son segment Anglais Express. Mais d'abord, Ginny, tu nous mets dans l'ambiance du Festival de Cannes, c'est ça? C'est parti, le Festival de Cannes, l'un des festivals cinématographiques les plus prestigieux, a ouvert sa 75e session le mardi 17 mai et se déroule jusqu'au 28 mai. Du discours émouvant de Vincent Lindon au discours inattendu du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les moments marquants étaient au rendez-vous. Outre le bannissement des délégations officielles russes annoncées après l'invasion, la sélection officielle porte elle aussi cette année l'ombre de la guerre. A commencer par le film qui a ouvert la compétition mercredi, La femme de Tchaïkovski, du dissident russe Kirill Serebrennikov. Voir ce cinéaste sélectionné à 3 reprises monter pour la première fois les marches a été un symbole fort. Roger, tant de choses à dire sur cette édition du festival, n'est-ce pas? Ah ouais, tant de choses à dire. D'ailleurs, on en parlera avec notre invité dans un instant. Alors, et pour en parler, comme le disait aussi ma collègue Niwa ici, pour en parler, nous recevons Blaise Pascal Tanguy. Bonjour, monsieur Tanguy. Et vous êtes producteur et distributeur international de films, délégué général et fondateur du Festival international du film africain. L'Afrique fait son cinéma, très bonne chose, félicitations déjà. Alors ma première question, c'est l'événement cinéma de l'année, comme disait ma collègue Niwa, en France et à l'international. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire et après une édition en comité limité l'été dernier, le festival semble retrouver sa pleine dimension physique avec plus de 10 000 accrédités prévus. Mettez-nous un peu dans l'ambiance. Comment se déroule-t-il? Sentez-vous une nouvelle ampleur à cet événement incontournable dans un contexte particulièrement difficile pour l'industrie du cinéma? Oui, déjà, bonjour et merci de me recevoir. C'est vrai que c'est un moment très, très spécial pour nous, cinéastes, parce que, comme vous le dites, ça fait 2 ans qu'on n'a pas tourné, qu'on n'a vraiment pas travaillé. Le fait de revenir à Cannes, le plus grand festival, pour le préciser, le plus grand festival au monde, c'est déjà une belle opportunité pour nous de venir revoir tous nos collègues, revoir tous ceux qui n'ont pas travaillé, échanger avec eux. Mais là, je peux vous assurer que voilà, on fait de très très bonnes affaires, de très belles rencontres et surtout les belles soirées, parce que Cannes, c'est aussi les soirées. Les soirées pendant lesquelles, autour d'un verre, on échange avec des collègues. Ouais. On essaie de savoir ce qui s'est passé dans les 4 coins du monde. Et là, vraiment, je peux vous dire, tout se passe très bien. Ah, ça, c'est une bonne chose. Monsieur Tanguy, en ce qui concerne les têtes d'affiche, quels sont les films en compétition? Les films en compétition, c'est vrai que je ne peux pas les citer tous parce qu'ils sont très nombreux. Bien sûr. Mais je peux vous donner quelques noms. Il y a Holy Spider, par exemple. Il y a Les Amandiers. Il y a Les Crimes du futur, Frères et Sœurs. Voilà, il y en a beaucoup. C'est quelques-uns des films qui sont en compétition pour la Palme d'Or de cette année. Blaise Pascal Tanguy, une nouvelle présidente pour le Festival de Cannes et davantage de femmes. Dès le 1er juillet, Iris Knobloch prendra la place de Pierre Lescure et deviendra la première femme à présider le festival. History Making, votre réaction? Ah oui, ça je peux dire. C'est vrai que je suis un mec. Comment dire
Mais je pense que les femmes, toutes les femmes seront très très contentes, sur les femmes cinéastes, parce que moi j'en ai reçu beaucoup dans mon stand qui ont des organisations, des associations de défense, des femmes qui n'arrivent pas à avoir des rôles dans les films. Ça va être pour elles, pour ces femmes qui font du cinéma, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Oui. Parce qu'il y a très peu de femmes réalisatrices, très peu, voilà, il y en a beaucoup, mais réalisatrices, productrices, il y en a très peu, directrices photo, ainsi de suite. Je pense que ça leur donne l'occasion de mieux s'exprimer, de savoir qu'il y a une des leurs qui est au pouvoir actuellement, voire maintenant, et elles vont beaucoup plus travailler. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle en tout cas. Et je vais peut-être rajouter ceci avant que Jenny puisse reprendre. L'UNESCO organise une conférence débat dédiée à la promotion du cinéma africain le 24 mai à Cannes, à l'occasion de la 75e édition, évidemment, du Festival international du film. Cet événement-là mettra en lumière le grand potentiel de développement de l'industrie cinématographique africaine et sur les initiatives de soutien de l'UNESCO. Vous êtes intégré vous-même dans cette industrie cinématographique africaine. J'aimerais un peu écouter votre réaction à ce propos. Bon, je pense que l'UNESCO déjà fait beaucoup de choses, parce qu'il y a un document qu'ils ont sorti il y a quelques mois qui répertorie, qui nous donne tout ce qu'il y a comme industrie du cinéma dans tous les pays africains, tout ce qu'il y a comme cinéaste, acteur de l'industrie du cinéma africain. Et cette conférence va nous permettre également de savoir qui fait quoi, quand et comment. Et je pense que l'UNESCO déjà fait beaucoup pour le cinéma. Là, le festival que j'organise à Paris, je suis en train de négocier un partenariat pour que l'UNESCO puisse nous accompagner, déjà nous parrainer. Et ce sera l'occasion d'aller rencontrer aussi. C'est une bonne chose. Ouais. Quels ont été vos moments favoris jusque-là ou en général à ce genre d'événement? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend quand on vient ici? La première des choses, en tant que producteur, c'est de nouer des partenariats de proposition avec d'autres producteurs à travers le monde, tous ceux qui se retrouvent à Cannes, pour venir pour la même chose, c'est-à-dire chercher des opportunités. J'ai ramené dans ma valise 2 projets de long métrage. Oh, super. J'ai fait de belles rencontres dans ce sens. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de financiers, mais aussi de producteurs qui sont intéressés. J'ai rencontré des acteurs aussi, des acteurs et actrices qui pourront jouer dans ces films-là. Mais aussi, je cherche, j'essaie de rencontrer le maximum de cinéastes africains, puisque l'association que je porte est en train de s'étendre partout en Afrique. Et je cherche à avoir des ambassadeurs dans chaque pays. Non seulement d'Afrique, mais dans tous les pays du monde où il y a des cinéastes africains. Donc voilà, le meilleur moment pour moi, et c'est vrai que je parlais des soirées, c'est vrai que je n'ai pas fait la montée des marches. Le meilleur moment de tout un cinéaste, venir à Cannes et faire la montée des marches. Et cette année, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré plutôt mettre en avant ce côté rencontre avec les professionnels, les financiers. Ouais. On le rappelle, Blaise Pascal Tanguy, producteur et distributeur international de films, délégué général et fondateur du Festival international du film africain L'Afrique fait son cinéma. C'était un plaisir de vous retrouver dans Vous et Nous pour parler de la 75e édition du Festival de Cannes. Merci Blaise Pascal, merci infiniment. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Super. Et voilà, à toute autre chose, direction Dakar où se tient la Biennale Grand Rendez-vous d'art contemporain du continent. Dans ce cadre, une exposition réunit des artistes suisses et une cinquantaine de personnes impactées par la migration, migrants réfugiés ou encore familles restées au pays, invitées à raconter leur histoire à travers différents supports artistiques tels que des dessins, des collages ou encore des photographies. Alison Fernandez a assisté à l'un de leurs ateliers. Suivons. Ici, dans l'école de Soumbédioune à Dakar, c'est une exposition particulière qui se prépare. Une œuvre collective qui réunit depuis 3 semaines artistes suisses et une cinquantaine de personnes touchées par la migration. Tu vois, regarde le trait, il ne faut pas qu'il tremble. Regarde, il faut vraiment le reprendre comme ça. Des réfugiés, des migrants de retour ou encore des épouses restées au pays, comme Fatou Sek, dont le mari est parti en Espagne il y a plus de 10 ans. J'ai essayé de dessiner le village de départ de mon mari et là où il est arrivé maintenant. Là, il est passé un peu par la mer pour arriver à Tenerife, dans une désespoir totale, en espérant que tout va aller bien lorsqu'il sera à Tenerife, mais jusqu'à présent,
Ça reste encore. Cette exposition baptisée Checkpoint est née il y a 2 ans en Suisse, sous la direction artistique de François Burland. Le plasticien a proposé à plusieurs dizaines de migrants de raconter leur histoire sous une forme artistique. Il renouvelle l'expérience, mais depuis un pays de départ cette fois. Si on prend la parole de ceux qui sont restés, les femmes, les pères, les mères, les enfants, de ceux qui ont un des leurs qui est à l'étranger ou qui a disparu, et après les autres paroles qu'on prend, c'est celles des migrants qui sont rentrés et qui sont souvent stigmatisés ou qui ont beaucoup de peine à réintégrer et leur famille et la vie sociale. Les liens comptent ici sont très forts et puis ils perdurent au-delà. C'est ça aussi le but, c'est qu'à travers ces œuvres, il y a du lien qui soit créé. Checkpoint se veut donc avant tout une rencontre. Audrey Cavalius, comédienne et photographe, propose ce matin aux participantes d'exprimer leurs plus grands rêves à travers une série de photographies. Moi, ce que je veux, c'est que tu utilises ton corps pour parler. Tu comprends? Ça, tu sais faire, hein? Ok. On a vraiment pris le temps, la première semaine, de se rencontrer, de partager nos histoires. Aussi un peu la mienne, hein, parce que moi, je ne suis pas une voleuse d'histoire. Je suis plutôt une recueilleuse d'histoires. Pour chaque personne, il y aura 2 photos. Une photo de la réalité, une photo de la fiction. Voilà. Et à chaque fois, on a essayé, bien sûr, de faire le lien entre leur réalité et leurs rêves. Si l'exposition Checkpoint est en ce moment à Dakar, c'est avant tout grâce à Mamadou Boy Diallo, un jeune artiste et opérateur culturel dakarois, très impliqué dans la vie de son quartier, Médina. Bonjour tout le monde. C'est lui qui a repéré l'exposition sur Internet et a contacté les organisateurs en Suisse. C'est cool. Mais là, vous êtes plusieurs sur l'œuvre là. Hein? Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont échoué en mer. Des gens qui sont décédés en essayant de partir en Espagne, par l'île des Canaries ou Barcelone et tout. Donc c'était bien de venir sensibiliser à partir d'ici. Parce que la plupart des gens qui vont en Europe, quand ils reviennent, ils ne racontent pas leur vraie histoire. Du coup, ceux qui sont là, ils pensent que l'Europe c'est un peu l'Eldorado, alors que ce n'est pas le cas. Toutes ces œuvres réalisées en Suisse puis au Sénégal sont donc à voir depuis le 21 mai dans le cadre de la Biennale sur les murs du quartier Médina. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Et nous le rappelons, toutes ces œuvres réalisées en Suisse puis au Sénégal sont disponibles depuis le 21 mai dans le cadre de la Biennale sur les murs du quartier Médina. Vous connaissez certainement le mouvement Rasta et son étendue à travers le monde, n'est-ce pas? Mais le saviez-vous qu'il avait atteint le Mali à travers une communauté Rastafari, notamment qui a élu domicile sur la colline de Lassa, non loin de Bamako, au début des années 90. Aujourd'hui, Lassa est désert du fait de la division au sein de la famille Rasta du Mali. Cependant, l'espoir renaît avec la nouvelle équipe du mouvement Rasta qui rêve de faire de Lassa un centre artistique très prochainement. Mokhtar Bari nous en dit plus. Au Mali, ils sont nombreux les adeptes du rastafarisme. Trouver un havre de paix afin de suivre le mode de vie Rasta, c'est l'une des motivations du mouvement des Rastas du Mali, Mourasma, en 1991, alors que le pays venait d'embrasser le multipartisme. Lassa, une localité située entre Kati et Bamako, est un lieu choisi par les disciples de Haïlé Sélassié pour prêcher la parole de Jah. À Lassa, les Rastas font de la musique, mais aussi l'apprentissage des métiers tels que le bogolan. Lassa est prise en otage. Malgré tout, Rasta restera, parce que Rasta a décidé de rester, à faire sa base et puis a mis aussi sa force ici, son énergie. Et toujours, malgré les spéculations, l'énergie de Lassa reste toujours Lassa et Rastafari reste toujours Rastafari. Moi, j'aurais souhaité que cet espace soit réservé, afin que, quelle que soit la situation, un jour qu'on dira que les Rastas ont laissé leurs traces ici à Lassa. Plusieurs sommités du reggae comme Takana Zion de la Guinée, Filantre et Mandioul de la France, Cédela Bouker, la mère de Bob Marley, ont séjourné sur les collines de Lassa. Toutes les nationalités du monde se retrouvent dans le ghetto des Rastas, devenu un carrefour du reggae au Mali. Lassa, quand même, c'est un camp pour les Rastas, un camp de la paix, tu vois. Les Rastas, ils ne sont pas là pour dormir, bien, ils travaillent. Hein. Voilà, les oiseaux qui viennent ici, tu vois, qui passent un mois, tu vois. Ils font un mois ici, après ils passent. Ouais. Il y a des animaux ici, quand tu les vois, vraiment, tout le monde ne peut pas les voir aussi. Ça, on ne peut pas tout parler, mais il y a les animaux qui sont là des années qui vivent ici.
tranquille, personne ne les touche, ils touchent à personne. Le 11 mai dernier, les Rastas n'ont pas célébré la mort de Bob Marley comme les années précédentes, du fait des divisions au sein du mouvement. Qu'à cela ne tienne, le nouveau bureau qui dirige le mouvement veut travailler pour une renaissance du sanctuaire de reggae maker de Lassa, avec l'érection d'un centre artistique dans les années à venir. Comme Marley l'a dit, que most people think that great good will come from the sky. Donc, et de laisser à côté ses pensées. Nous aussi, nous ne pensons pas qu'il y ait quelqu'un qui viendra ailleurs pour venir souvenir à nos besoins. En un mot, on ne refuse pas les aides, mais on ne compte que sur nous. Il faut noter que le rastafarisme du Mali tire sa source du panafricanisme prôné par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, dont Haïlé Sélassié, figure centrale du rastafarisme, et Modibo Keïta, le premier président du Mali indépendant. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Me God Enough Bungalow in Lassa, Bamako. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu le jamaïcain. J'aimerais bien parler l'anglais jamaïcain. Mais tu savais ça, toi? Ah non, c'est vraiment bravo. Un beau reportage. Au Rastafari de Lassa. Du Mali. Ouais, du Mali. On apprend chaque jour. Hein. Tu as vu ça? Wow. Ça me donne envie d'y aller. Merci à Mokhtar Bari, en tout cas, pour ce reportage. Mais toute autre chose, la question de cette semaine dans hashtag Vous et Nous, c'est croyez-vous que dans le monde aujourd'hui, un diplôme universitaire est nécessaire? Ah oui, Niwa ici, Ginny s'est moqué de moi la semaine dernière quand j'ai eu mon diplôme, disant 25 ans, 19 ans. Mais merci tu as beaucoup. Combien de diplômes maintenant? Mais on va en parler après l'émission. La réponse est Gauthier Kachala, Lubumbashi en RDC. Oui, ce document est encore plus nécessaire aujourd'hui car il vous donne une certitude par rapport aux compétences que vous avez. Vivien Daomonica, Pointe-Noire, Congo-Brazza. Le diplôme universitaire sera à jamais très important, surtout que le monde évolue. Il apporte des compétences supplémentaires au cursus classique et permet de se spécialiser dans un domaine particulier. Rossi Kanza, Lubumbashi RDC, nous dit le diplôme d'université permet avant tout de se démarquer de la concurrence dans le milieu professionnel. Retenons surtout que l'université forme des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. François Maïcha de Bukavu en RDC, l'importance d'un diplôme universitaire aujourd'hui est que le détenteur de ce diplôme a la capacité de le défendre en société. Montrer à la face du monde ce qu'il a appris, se distinguer de ses subalternes, avoir une estime de soi, avoir un esprit critique, avéré et scientifique. En tout cas, merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Vous savez, plusieurs facteurs rendent l'anglais essentiel à la communication à l'heure actuelle où le monde devient un grand village. Michel ne me dira pas non, en tout cas. Voilà, vous avez compris, elle est déjà là en studio avec nous dans Anglais Express. Michel, salut, comment ça va, Michel? Ça va très bien, merci. Thank you, I'm fine. Hello. Super. How are you? Good, good, good. Thank How you. are you? Thank you. So, what are we learning today, comme on dit en anglais? Today, aujourd'hui, nous apprenons une expression que je pense que tout le monde a vécu cette expression. Burst, to burst someone's bubble. Oh, oh. Wow. Super. Et est-ce qu'on joue au ballon? Est-ce qu'on joue au bulle? On va voir. On va voir. Bienvenue à l'Anglais Express. To burst someone's bubble, cela veut dire crever la bulle de quelqu'un. C'est joli, les bulles d'air ou de savon qui flottent partout autour de nous. Elles nous donnent de la joie, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les enfants qui adorent jouer avec les bulles. Nous sommes tous émerveillés quand on voit flotter dans l'air
Les bulles, c'est un monde de rêve, de joie. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on crève une bulle? To burst someone's bubble. Regardez. Burst someone's bubble. Jonathan, I finally got a reservation at that new Turkish restaurant. I hate to burst your bubble, Anna, but it's not very good. And I love Turkish food. Well, maybe you just ordered the wrong things. Oh, I ordered everything they had to offer. Vous est-il déjà arrivé de crever la bulle d'une personne? To burst someone's bubble, comme Jonathan vient de le faire avec Anna dans la vidéo, quand elle a exprimé beaucoup d'enthousiasme pour le restaurant turc et qui lui a dit que les plats n'étaient pas bons. Burst someone's bubble, c'est leur dire d'une façon très directe que leurs attentes au sujet de quelque chose ou de quelqu'un ne sont pas réelles ou ne sont pas vraies. Ou tout simplement corriger une idée tout à fait fausse. Et le résultat, c'est que cette personne va se sentir quand même très déçue. I'm sorry to burst your bubble, but the movie is not free. Désolé de vous apprendre que le film n'est pas gratuit. Ou bien, un autre exemple, I really hate to burst your bubble, but this person is dishonest. Je déteste devoir partager la mauvaise nouvelle, mais cette personne n'est pas honnête ou elle est malhonnête. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Les fans de la légende du hip-hop Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G., Biggie Small, ont patienté samedi dans les stations de métro de Brooklyn contre de longues files d'attente jusqu'à 8 heures. Imagine un peu. À certains endroits, dans l'espoir d'obtenir une édition limitée de la Biggie MetroCard. Environ 50 000 cartes ont été emballées dans des machines MetroCard dans 4 stations de Brooklyn, à l'occasion de ce qui aurait été son 50e anniversaire. Notorious B.I.G. a un grand fan ici au service francophone de la Voix de l'Amérique. Je ne vous dirai pas qui. Tu dois nous dire c'est qui. Toujours dans l'actu, un dessin de Michel-Ange où Michelangelo a été adjugé à 23 millions d'euros avec les frais d'acheteur à la maison de vente aux enchères Christie's à Paris. 20 millions à haute voix par Annika, à 20 millions euros. C'est avec vous, Annika, toujours. C'est vous qui tenez l'enchère. À 20 millions euros, adjugé 20 millions d'euros. Le dessin réalisé à la plume et à l'encre brune avait été mis en vente en 1907 à l'hôtel Drono à Paris sous la classification École de Michel-Ange avant d'être attribué au maître en 2019 seulement dans le cadre d'un inventaire pour une collection privée française. Et voilà, c'est à présent l'heure d'un grand retour en studio, celui de Yacouba Ouedraogo. Vous l'aurez compris, place à Sportissimo. Yacouba qui est avec moi, voilà, c'est pas scripté, mais Yacouba, merci d'être là aujourd'hui. Merci. Je sais que tu m'aimes bien. Mais non, tu m'as beaucoup manqué, je dois le dire. Ah oui, bien sûr. Félicitations déjà merci. Pour le diplôme que j'ai vu. Merci beaucoup, Yacouba. Je pense que Guinée a raison, c'est un collectionneur de diplômes. Yacouba, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Ben écoutez, on va parler de cette affaire qui va continuer de faire grand bruit jusqu'à un certain moment donné. Vous le savez, finalement, Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, le club donc actuel du prodige français. Eh bien, vous l'avez entendu, beaucoup de sons. Son contrat actuel doit courir jusqu'au 30 juin prochain. Et on s'attendait tous à voir Mbappé du côté du Real Madrid, tant l'enfant avait fait beaucoup parler, il n'a que 23 ans, excusez-moi. Et donc, voilà pourquoi je parle d'enfant. Et donc, Kylian Mbappé va rester finalement au Paris Saint-Germain. Grosse déception du côté de Madrid, où il était très attendu, et grande joie à Paris et en France, bien sûr. Et selon vous, pourquoi est-il resté alors ? Il s'agit quand même du Paris Saint-Germain, vous le savez, les Qataris ne lésinent pas du tout sur les moyens lorsqu'il s'agit de faire venir un joueur ou de garder un joueur qu'il veut. Vous rappelez-vous, ils ont déboursé 222 millions d'euros pour faire venir le prodige brésilien Neymar de Barcelone. Cette fois-ci, pas de chiffre officiel, mais pour ce qui bruite. Et puis on entend
des sommes astronomiques. Selon certaines presses, eh bien, d'aucuns parlent de 300 millions d'euros de primes de signature avec 100 millions de salaires nets par an. Pendant 3 ans, ça fait énorme. Et donc, même quand on est Mbappé, on ne peut pas forcément résister à cela. Mais pour le prodige français, eh bien, il s'agit d'un choix plutôt sportif. Suivez. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. J'ai pris la décision avant de l'annoncer au Paris Saint-Germain d'appeler le président Florentino Pérez parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui et son club parce qu'ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée et pour ça je les remercie. Yacouba, il parle de changement, mais de quel changement parle-t-il? Écoutez, le changement, il a déjà commencé, parce que souvenez-vous, dès que Kylian Mbappé a signé, on a annoncé le limogeage du directeur sportif Leonardo, et donc c'était peut-être l'un des soucis avec ce Paris Saint-Germain-là. On estimait que le directeur sportif n'était pas à la hauteur, il a été viré. Kylian Mbappé a obtenu peut-être une autre garantie, celle de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2024. Ça va se jouer à Paris, et donc il n'a que 23 ans. Il pourra donc être sélectionné si son club, bien sûr, donne son accord. Et donc, sans doute que cela va ressortir dans le contrat. Mais vous le savez aussi, on parle peut-être du prochain départ de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui pourrait être remplacé. Il y a 6 noms présentement qui sont sur une shortlist, dont Antonio Conte, mais bien sûr Zinedine Zidane. Et tout ça, bien sûr, ça fait tenter. Et donc, sans doute que Kylian Mbappé a obtenu certaines garanties quand même par rapport à la prolongation de 3 ans. On a un peu l'impression qu'il y a une dimension politique dans cette affaire, non? Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de politique d'ailleurs, pas peu de politique, mais plutôt beaucoup de politique, parce que vous l'avez suivi. Lorsque Kylian Mbappé s'est expliqué, il a dit qu'il a reçu des appels de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, dont tout le monde sait bien sûr qu'il est fan du PSG, on le voit très souvent au Parc des Princes lorsque Paris joue. Il a aussi reçu des appels d'Emmanuel Macron, donc l'actuel président de la France. Et donc, il y a cette dimension politique-là qui se mêle. Et il a dit tout de long, conseillé de rester à Paris. Et vous le savez aussi, lorsque vous écoutez le discours d'explication de Kylian Mbappé, il parle beaucoup de Paris en tant que ville, en tant que capitale française, mais beaucoup de la France en tant que pays. Je vais porter le club à un haut niveau. Et donc, il n'y a pas à se cacher là. Merci beaucoup, Yacouba. Il veut remporter la Ligue des Champions. Merci infiniment, Yacouba. Merci à vous. Infiniment. Et voilà, face à présent, on doit commencer à se dire déjà au revoir. Hein. Ouais. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. V1 Africa, Zelensky V1 Africa. Zelensky V1 Africa, Radio V1 Africa, reporter de V1 Africa, musique de V1 Africa. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.